La boîte fait aujourd'hui un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est à peu près 350 aujourd'hui chez Payplug. Stripe, qui devait avoir 3 ans à l'époque, c'était le tout début. Ils nous ont appelés, ils nous ont dit « Salut les gars, on cherche des gens pour lancer l'Europe ». Et on a dit non. Le rachat par Stripe, c'était ce qu'ils appellent un acqui-hire. Ça veut dire on bazarde tout ce que tu as fait, on vous rachète juste pour vous embaucher, quoi. On a levé 400 000 euros, on était les rois du pétrole. Première ligne de ma job description, c'est attirer, retenir les meilleurs talents et les faire bosser ensemble. L'américain, il parle mieux, le français, il réfléchit mieux. Et la façon dont est fait le système éducatif alimente vachement ça. C'est vraiment la clé de tout, c'est les quelques bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, et ensuite, tout est possible, quoi. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Alors, dans le monde de l'entrepreneuriat, pour capter la valeur, une bonne manière, c'est de revendre ses parts. Est-ce que je peux dire que je suis avec, j'allais dire, un millionnaire? Quelle intro, Antoine. Pas mal. Ouais, écoute, non, on avait dit qu'on partait pas là-dessus, c'est ça? Ouais, mais bon, direct, faut croire que j'ai une mémoire très quoi. Non, raconte, t'as monté une boîte, ouais. C'est assez intéressant pour moi, hein, parce que la petite particularité, c'est que tu l'as revendue, mais t'es toujours aux manettes. Exactement. Qu'est-ce que t'as revendu? Allez, on va pas demander combien t'as sur ton compte, ne t'inquiète pas. Ok, allez, ça je le garde pour moi. J'ai revendu une boîte qui s'appelle Payplug, qui fait du paiement en ligne, en magasin pour les commerçants, qu'on a monté avec Camille, mon associé au départ, en 2012, qu'on a revendu à BPCE en 2017, qu'on a fusionné avec une autre fintech en 2023. Et je suis toujours aux commandes, effectivement, après toutes ces années. Et donc ça fait quoi, 13 ans d'existence? 13 ans, ouais. Tu peux nous donner quelques chiffres? Fais-nous rêver. Je peux on va parler en millions, là. Voilà, on va parler en millions. La boîte fait aujourd'hui un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, on est très fiers d'être dans cette catégorie qui a passé ce seuil symbolique. On est à peu près 350 aujourd'hui chez Payplug. À Paris? Ouais. Tous à Paris, ouais. On est pratiquement tous à Paris. Ouais. On est un peu revenu du full remote. On pourra en reparler. Je pense que comme beaucoup de boîtes, on est passé par là à un moment et puis on est revenu. Et retour à notre cher quartier de la BNF. Voilà, retour à la BNF autant que possible. Et attends, un chiffre parce que tu voulais des milliards un peu plus tôt en intro. On fait un peu plus de 10 milliards d'euros de volume de paiement annuel. Et pour nous, c'est un KPI super important parce qu'on fait passer des paiements et donc le volume de paiement qu'on traite, c'est un KPI qu'on suit de près. En termes de business model, vous prenez un cut sur ce volume-là? Ouais, alors d'où l'importance. Voilà, exactement. Okay. En fait, ce qu'on gagne est directement lié au volume de paiement qu'on traite. C'est un modèle classique dans la fintech, c'est même un modèle dans les marketplaces, c'est un modèle assez classique aujourd'hui dans beaucoup de business. On prend une toute petite proportion des volumes de paiement qu'on traite. Est-ce que cette proportion est publique ou pas? Alors oui, tu vas sur le site payplug.com, il y a des tarifs publics et après, dans certains cas, on a des tarifs négociés aussi. Mais en fait, c'est une particularité de Payplug aujourd'hui, c'est qu'on traite du petit commerçant jusqu'au très grand commerçant. Tu vois, on a parmi nos clients, on a VP par exemple qui est un très gros, on a Maison du Monde, on a même du Alibaba, tu vois, un gros chinois, international, du gros international. On a fait les paiements de la billetterie des JO, donc on a des gros comme ça, tu vois. Et on a aussi plein de petits marchands. En fait, on traite vraiment tout le spectre. Et donc, forcément, pour du petit marchand, on va avoir des choses clés en main. Tu t'inscris, tu choisis ton tarif. C'est du SaaS assez classique, complètement en self-care. Et pour les très gros, évidemment, quand tu négocies avec un VP, là, forcément, c'est du sur-mesure. Voilà. Donc, négocier, quoi. Négocier, exactement. Dernière question là-dessus, combien de clients accompagnés en 13 ans? Alors aujourd'hui, on a pas loin de 20 000 clients. Et combien en France? Enfin, c'est quoi la proportion France? Très grande majorité en France, mais on a une petite proportion. Alors on a, je crois, un peu plus de 1000 en Italie quand même, parce qu'on a une activité, on a eu un bureau en Italie pendant pas mal de temps. Et, vous l'avez fermé? Et le reste... Alors aujourd'hui, on a rapatrié beaucoup de monde à Paris, donc on a encore, je crois, une personne qui est présente en Italie dans un espace partagé, quoi. Et voilà, mais on est encore présent sur le marché italien, et puis on a des clients un peu partout en Europe, comme je disais, même jusqu'en Chine, tu vois. Bon, on va en reparler, on va parler d'international, on va parler de revente, mais avant tout ça, on va faire un beau tour dans ta tête. Il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Il y a l'association. Spoiler, tu ne travailles plus aujourd'hui avec ton associé, mais tu as créé cette boîte. Et la deuxième des choses, je ne sais pas si c'est comment trouver l'idée, mais en tout cas, tu as monté ça
quand vous étiez, en tout cas, vous avez eu l'idée aux US, et pourquoi l'avoir montée en France? Et c'est peut-être cette dernière question que je vais te pousser. Pourquoi monter une fintech en France alors que tu es quand même dans un beau cadre aux US, si tu peux nous raconter à ce moment-là? Ouais, alors attends, là, il y a beaucoup de choses derrière ta question. Tu vois, si je remonte à la genèse de la genèse, pour repartir au départ, donc moi, j'ai bossé dans une grosse structure française qui s'appelle l'AFD, qui a eu la bonne idée de m'envoyer au Brésil pour ouvrir leur bureau là-bas. Et j'ai passé 3 ans au Brésil. Quelle année? C'était de 2007 à 2010. Ok. Donc, c'était quasiment ma première expérience professionnelle, à peu de choses près. Et en fait, ce truc-là, à la fois, j'ai adoré ce que j'ai fait. Et en même temps, quand on m'a dit, bon, bah, maintenant, ton expatriation, elle est finie, tu vas revenir dans la grosse machine à Paris, quoi, au siège, je me projetais pas du tout dans une grosse boîte, en plus gouvernementale, un peu administrative. J'avais pris goût au truc où tu arrives, t'es 3 et tu démarres, parce que c'était ça qu'on faisait au Brésil. On a ouvert le bureau là-bas. Ouvert la branche là-bas. On a ouvert la branche là-bas. T'avais quel âge à ce moment-là? Et j'avais 2007, 25 ans. Donc sortie d'école, c'est ton premier job? J'avais bossé 1 an avant. C'était quasiment mon premier job. Et donc c'était une super opportunité parce que tu vois, t'es envoyé en expatrié comme ça à 25 ans dans un pays comme le Brésil. C'est génial, quoi. Moi, j'ai adoré. Et alors j'étais le junior de la bande. On était 3. Les 2 autres étaient plus seniors que moi. Ils avaient beaucoup de bouteilles. Mais bon, on était 3. Quand t'es 3, t'arrives dans un pays, tu ouvres une branche locale, bah y a rien, quoi. Tu vas voir, faut trouver des locaux, faut trouver des premiers salariés, faut apprendre à faire la compta dans les règles du pays local. Enfin, tous ces trucs basiques, quoi. Que tu sais pas faire. Que tu sais pas faire, mais que t'apprends à faire forcément parce que t'es là pour le faire. Donc, c'est exactement comme quand tu montes une boîte au début. Alors, évidemment, c'est pas exactement la même chose parce que derrière, il y a une grosse structure, il y a des moyens, il y a quand même des gens qui t'aident sur un certain nombre de sujets. Mais ce truc-là, d'arriver et de partir de rien pour faire quelque chose, moi, c'est là que j'ai pris goût à ça. Et donc, quand on m'a proposé de revenir à Paris et de revenir dans la grosse machine... De l'AFD, du coup? De l'AFD, ouais. Et je me suis dit, en fait non, quoi. J'ai encore envie de faire des choses avec mes mains. J'ai pas envie de rentrer dans une grosse structure. Je suis jeune. Il y a d'autres choses qui m'attirent plus. Et donc, c'est là que j'ai décidé d'aller faire un MBA aux États-Unis, donc de retourner sur les bancs de l'école après à peu près 4 ans d'expérience professionnelle. Donc 28, quoi. Ouais, 28, exactement. Et donc, de 28 à 30, j'étais à Harvard en MBA. Attends, on va mettre une petite pause là. Vas-y. De 25 à 28, pardon, donc pendant 3 ans, si j'ai bien compris, tu te lances dans une aventure qui est en fait risquée. On va aller plus loin. Peut-être qu'il y a un syndrome de l'imposteur au début, mais tu prends du plaisir dedans à tout construire. Ouais. Et là, tu vas me dire que dans ta tête, tu te dis, au lieu de rentrer dans une grosse boîte en France, en plus publique, donc l'AFD, je préfère aller à l'école. Ouais. Mais carrément. Mais carrément. Mais d'où? Ok, Harvard. Mais en fait, si ça n'avait pas été Harvard, t'aurais fait un autre MBA ou pas? Ouais, alors j'avais postulé à 2-3 MBA aux États-Unis, donc j'ai eu celui que je préférais, qui est assez prestigieux, quoi. Et donc j'étais super content, mais je pense que j'aurais eu un autre, je l'aurais fait quand même. Et en fait, si tu veux, ça venait quand même d'un. Donc c'est. Il y a un peu de syndrome de l'imposteur, peut-être, mais ça venait du truc où j'avais monté quelque chose à partir de rien au Brésil avec cette branche de l'AFD. Enfin, j'avais contribué à le monter. Encore une fois, j'étais le junior des 3, donc c'est pas moi qui étais le chef, le capitaine du truc. Ah, l'humilité. Mais ouais, alors, bref, j'avais contribué à monter ce truc-là. Ça m'avait donné envie de le refaire, mais je voyais bien que, enfin, en tout cas, le sentiment que j'avais, c'est que j'étais pas prêt, tu vois. Que pour monter vraiment une boîte, partir de zéro sans avoir un gros machin comme l'AFD derrière, aller lever de l'argent, tu vois, j'ai fait des études d'ingénieur avant, c'est pas un truc qui te forme, enfin en tout cas les études d'ingénieur en France, ça t'ouvre pas aux problématiques business, en tout cas dans ces années-là, quand j'ai fait mes études, c'était pas le cas, quoi. Donc tu te sens illégitime, tu sors d'Harvard. Alors avant d'aller à Harvard, je me sens illégitime, oui, c'est bien pour sûr. ça que je vais à Harvard. Mais moi je veux savoir, est-ce que, une fois que tu es sorti d'Harvard, qu'est-ce qui t'a rendu légitime? Est-ce que c'est le logo sur ton CV? Est-ce que c'est la multitude d'étudiants étrangers, j'imagine avec énormément d'ambition? Est-ce qu'il y a des choses théoriques ou sur de l'expérience qui t'ont réellement mis en confiance pour monter une boîte après? En fait, c'est... Tu vois, la façon dont est fait le cursus à Harvard en MBA,
tu fais que des études de cas. Et en 2 ans, tu en fais 700. Donc, pratique, quoi. C'est beaucoup. que du pratique. Et donc, tu te tapes 700 études de cas. À chaque fois, c'est le même truc. Tu le prépares, tu as un dossier, tu le prépares chez toi tout seul. Et puis ensuite, tu as un débat autour de l'étude de cas. Et parfois, tu as des intervenants assez prestigieux. Tu vois, je me souviens, une étude de cas, on avait la fusion Nissan-Renault. Et ce qui est assez stylé, c'est que quand tu fais ton débat autour de l'étude de cas, tu as Carlos Ghosn qui intervient, quoi. T'es Attends, Harvard, tu sais que je rigolais dans la tête. Donc vraiment, il y a Carlos qui est venu. Alors, il était en visio, ok, mais il était quand même là pour débattre et dire, et tu vois, nous, on posait nos questions, on disait, bah tiens, j'ai vu que vous avez fait tel truc comme ci, comme ça, et pourquoi? Moi, j'aurais fait différemment. Et le gars, il est là et il répond au truc. Il n'était pas encore dans une malle. Ouais, voilà, c'était un peu avant toutes ces histoires. Et c'est vrai sur toutes les études de cas, parce que c'est Harvard, c'est prestigieux, et donc les gens, ils sont, même quand t'es Carlos Ghosn, t'es content d'aller intervenir à Harvard, quoi. C'est cool. Et en fait, pour revenir à ce que je disais, en 700 études de cas, en fait, je trouve le principal truc que tu gagnes, c'est de la confiance, parce que tu es confronté à des problématiques de création, de rachat, de fusion. C'est que des histoires business à un moment de vie d'une boîte, donc des très grosses comme Renault, Nissan, ce que je disais, mais aussi des toutes petites. Tu as des études de cas sur la création, les premiers jours de la création d'une boîte. Tu as des études de cas sur la fin de la vie d'une boîte quand tout va mal et que tu es en redressement. Et en fait, ce que ça te donne, à chaque fois, à chaque étude de cas, tu te fais la réflexion, bah en fait, ouais, je comprends le truc. Moi j'aurais fait ci ou ça, et en fait ça te donne de la confiance et tu te dis bah finalement t'arrives à te projeter, en gros, c'est un référentiel à chaque étape. Exactement, t'arrives à te projeter. Et je pense qu'en réalité, t'as pas besoin de passer par là. Tu peux aller, tu vois, si je dois donner un conseil à des gens qui sont un peu plus jeunes et qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat, moi, cette étape, elle m'a permis de prendre confiance et de me dire, bah en fait, ouais, il y a rien de magique, quoi. On te présente une situation business, au final, c'est de la logique, c'est un peu d'intuition, c'est ton gut feeling, ta réflexion, etc. Mais il y a pas de, c'est pas rocket science, quoi. Tout le monde peut y arriver. Je pense que tu fais la même chose en te disant, bah, je rejoins une start-up qui se crée, je vais me mouiller un peu au contact de la réalité. Bah, tu arrives à faire cette courbe de confiance et puis ensuite tu es prêt à te lancer dans le grand bain tout seul, quoi. Je juste comparer 30 secondes les études. Alors, c'est un MBA. Donc, un MBA, c'était sur 1 an? 2 ans. 2 ans, ok. Ouais. Mais c'est quand même connu pour l'idée que tu as eu quand même 3-4 ans d'expérience, que tu reviennes. En général, d'ailleurs, tu n'as pas fait des études de business et tu viens vraiment pour être manager ou entrepreneur. Ouais. J'aimerais le comparer à la France. Je ne sais pas si tu as eu des pairs qui ont, des collègues quoi, qui ont fait des MBA en France. Est-ce qu'on a ce truc de... Tu sors de là, la seule chose que tu as chopé, beaucoup du réseau et de la légitimité ou de la confiance. Est-ce que tu trouves que les études en France apportent ces choses-là ? Alors, donc j'ai pas fait de MBA en France. Par contre, ce que j'ai observé avec les gens qui en ont fait, c'est que beaucoup des MBA en France, ils s'inspirent de ce qui est fait aux États-Unis, quoi. Les études de cas d'Harvard, c'est les mêmes qu'on t'enseigne en MBA à HEC. Enfin, ils les reprennent, quoi. Et puis ils en font d'autres, hein, mais ils sont quand même, ils s'inscrivent derrière les grands MBA américains qui sont un peu ceux qui ont inventé toute cette méthode autour des études de cas et qui marche vachement bien. Et le mindset suit ou pas? L'état d'esprit. En fait, le mindset, tu vois, je pense que c'est assez différent. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis revenu en France. C'était ta question du départ à laquelle j'ai pas répondu d'ailleurs. Tu me disais, mais pourquoi la France? Mais ouais, en fait, tu vois, quand j'étais aux États-Unis pendant ces 2 ans de MBA, je me suis dit, les mecs, ils sont quand même vachement forts, quoi. Parce qu'en fait, comme c'est un format étude de cas, t'es à 90 dans une pièce et tu débats de ton étude de cas, machin. Et les mecs sont bons, ils s'expriment, ils sont convaincants, ils sont hyper convaincants, ils ont un degré de confiance en eux qui te met n'importe qui par terre. Ils ont été sélectionnés, ils sont smart, ils ont tous les réseaux et tous les codes américains. Et en réalité, c'est quand même une société où c'est une culture où tu as beaucoup de normes, où tu as beaucoup de choses que tu peux dire ou pas dire, de façon de te comporter, de t'exprimer, d'avancer tes idées. Et tous ces codes, ils les maîtrisent, mais à la perfection. Et toi, tu arrives là-dedans, quand t'as pas baigné dans cette culture-là, ce qui était mon cas. Moi, j'avais passé l'essentiel de mon existence en France, 3 ans au Brésil, mais j'étais pas, j'avais pas baigné dans la culture américaine. Tu débarques là-dedans, tu te dis, waouh, les mecs sont quand même super bons.
Je comprends qu'ils aient un temps d'avance sur beaucoup de choses, qu'ils montent des boîtes qui cartonnent, ils vont très vite, ils sont ultra pragmatiques, ils sont très rationnels, ils prennent des décisions tranchées rapidement, ils prennent des risques, ils y vont. Ça, on l'avait pas en France. Et ça, beaucoup moins. Enfin, en tout cas, moi, ce que je constatais, et en réalité, entre nous, enfin, pas entre nous, c'est une des raisons. Entre nous, vas-y, pour le moment. C'est ça. C'est une des raisons pour lesquelles je suis revenu en France. Je me suis dit, plutôt que d'essayer de suivre le rythme dans un truc sur lequel je pars avec plutôt un train de retard, je vais plutôt revenir dans ma zone de confort, dans un pays que je comprends, que je maîtrise, les codes, la façon de fonctionner, même un petit peu de réseau, tout ça, je l'ai plutôt en France. Et je vais ramener ce que j'ai appris aux États-Unis. Et ça, par contre, ça va me donner un petit train d'avance sur la France pour construire un truc là-bas, quoi. Mini parenthèse dedans, est-ce qu'il y aurait eu les US, donc Harvard, s'il n'y avait pas eu l'AFD au Brésil, pour toi? Ça, c'est une bonne question. Tu vois, je pense pas. Franchement. Donc ça t'a quand même mis sur les rails et en confiance. Ouais. Et maintenant, je vais aller plus loin. Ouais. Tu as beaucoup parlé. En fait, dans ma tête, j'oppose presque le fond et la forme. Tu as quand même dit qu'ils étaient très smart. Mais je pense que l'art oratoire, capter une audience, transmettre des émotions, vaut parfois plus que l'analyse intellectuelle pour laquelle on est très connu en France. En revanche, tu es quand même revenu en France. Est-ce que tu estimes que ce côté analyse intellectuelle, on l'a et que c'est peut-être plus simple d'aller s'améliorer dans l'art oratoire et la confiance plutôt qu'aux US? Je ne sais pas si toi, tu as vu des lacunes vis-à-vis de ça, sur à quel point ils pouvaient analyser et pousser. Et je suis sûr qu'encore une fois, dans l'entrepreneuriat, il y a des limites sur l'analyse versus la mise à l'action. J'aimerais comprendre ce petit truc-là. Ouais, et les deux sont hyper complémentaires. Et ce que tu dis, c'est vrai, il y a un peu de cliché derrière. L'américain, il parle mieux. Le français, il réfléchit mieux. Tu vois, c'est un peu pour rentrer dans des clichés. Mais c'est un peu vrai. Et la façon dont est fait le système éducatif alimente vachement ça. Parce que tu bouffes de la connaissance scientifique à fond quand tu fais des études d'ingénieur en France. Et aux États-Unis, là où ils sont très bons, c'est de faire t'exprimer, donner ton avis, critiquer très tôt dans ton éducation pour forcer ta capacité oratoire et ce que tu montres plutôt que ce que tu penses. Ça a trigger un peu ton retour en France à ce niveau-là? Mais en fait, moi, je me suis surtout dit, c'est juste ultra complémentaire. Il faut avoir les deux pour réussir. Et plus tu as les deux, et mieux c'est. Si tu arrives à être très analytique, à comprendre un problème, à le décomposer dans ses parties individuelles, à l'analyser intelligemment et à faire ça de manière rigoureuse, tu seras meilleur pour trouver des bonnes solutions aux problèmes. Et si tu arrives à le pitcher par-dessus, tu seras meilleur pour embarquer des gens et pour venir avec toi, tu vois, avancer sur ce problème. Donc, pour moi, les deux sont nécessaires. Si tu as l'un mais pas l'autre, lequel est le plus dur à acquérir? Lequel est le plus dur à acquérir? Ça dépend des personnalités, sûrement. Ça dépend vachement des personnalités. Je pense que oui, c'est probablement plus dur d'acquérir la capacité de réflexion, d'analyse, donc le côté plutôt Frenchy. Le côté bagou, façon de raconter les histoires, c'est probablement plus facile à apprendre. Mais honnêtement, les deux sont difficiles, tu vois. Franchement, par rapport aux gens que j'ai rencontrés quand j'étais aux US, j'ai pas le quart de leur bagou, de leur et tu valorises les deux autant. Et je valorise les deux autant. Surtout et même pour un entrepreneur. Et même quand je recrute des gens, j'ai des gens dans ma boîte qui m'impressionnent à ce niveau-là, qui ont plus d'impact que moi quand ils s'expriment. Et donc forcément, on les met plutôt dans des fonctions où ils sont au contact du client ou des partenaires. Et là-dessus, ils sont très bons, ils tirent le navire. Après, tu vois, le tout, c'est de s'entourer aussi de gens qui sont complémentaires. Tu fais des belles intros, mais ce sera pour plus tard. On va parler d'humains et pareil de recrutement et des équipes. Et je trouve ça cool de s'inspirer de gens que tu payes, in fine, que tu as employés. Par contre, on va pas se mentir, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que tu aurais eu cette réflexion si tu avais été seul? Alors, j'étais pas prêt à me lancer seul. Aujourd'hui, si je relance une boîte, je pense que je serais beaucoup plus à l'aise de le faire seul et puis petit à petit d'aller chercher des gens autour de moi parce que de toute façon, tu n'irais jamais seul très longtemps. Donc, être en confiance pour se lancer. Voilà, être en confiance, franchement, ça fait 80% du job, quoi. Mais là, à l'époque, moi, en 2012, quand on a créé la boîte, si j'avais pas croisé la route de Camille, je ne serais pas parti tout seul. Non, clairement pas. Qui a convaincu qui ? Qui a convaincu qui? Alors l'idée c'est lui au début, mais en fait l'idée elle a tellement évolué le plus fou qu'après. C'était lui qui était le plus convaincu et moi j'avais très envie de me lancer dans une aventure entrepreneuriale et en fait je me suis dit l'idée on verra bien parce que tu vois en fait pour te refaire un peu le truc 2010-2012 donc l'époque où on faisait notre MBA aux États-Unis c'était
vraiment le summum de la Lean Startup, quoi. À l'époque, tout le monde parlait que de ça. En France, aux US, bien sûr. Aux US, France, mais on a la Lean Startup, Max, voilà, c'était vraiment le dogme, quoi. À limite, on était à la limite de ça. Et donc, tous les cours, toutes les interactions, toutes les études de cas qu'on avait sur des sujets entrepreneuriaux, t'en revenais toujours à ces principes de Lean Startup qui, basiquement, ça te dit, en gros, le plus vite tu peux mettre un produit entre les mains d'un client, le mieux c'est. Parce qu'à partir de là, tu itères et t'améliores. Et donc, au début, tu fais du fake until you make it, tu vois, le truc le plus basique possible. Le seul truc qui compte, c'est tu mets très vite un produit dans les mains d'un client et ça va t'apprendre des trucs. Et à partir de là, tu vas itérer. Donc, on était très dans ce truc-là. Et en fait, dans ce truc-là, ce que ça te dit aussi, c'est que tu vas pivoter 10 fois, peu importe. Tu vas lancer un premier truc, ça ne va pas marcher, tu vas prendre des feedbacks, tu vas le faire évoluer. Donc l'idée en tant que telle, elle n'avait pas vraiment d'importance. Il fallait juste une étincelle pour commencer à allumer la mèche. Ce qui était important, c'était plutôt la personne avec qui le faire. Parce que ça, c'est le truc qui n'allait pas changer. Tu vois, et ça, j'en avais pas mal conscience. Et en voyant Camille, on a passé 2 ans ensemble pendant ce MBA, donc on se connaissait un petit peu. Après, on est 1000 dans un MBA comme ça, donc on se connaissait pas non plus de fou parce qu'il y avait beaucoup d'autres gens et on n'était pas dans les mêmes classes. On était 10 Frenchies. 2 sur 10, ça va. Ouais, on se croisait pas mal, mais tu vois, juste comme ils essayent d'éclater, pour faire simple, tu as 10 classes de 100 et ils essayent de mélanger au maximum. Donc, tu avais un Frenchie dans chaque classe, quoi. Donc, on n'était pas dans les mêmes classes, mais bon, on se croisait, on se connaissait, on avait fait 2-3 trucs ensemble. C'est mon petit kiff. T'es allé visiter les dorms de Mark Zuckerberg dans le film Non, alors je suis allé dans la partie d'Harvard de Mark Zuckerberg, effectivement, parce que c'était vraiment pas loin. Social Network. Voilà, The Social Network. Et dans ma classe, il y avait des gars qui le connaissaient bien, parce que c'était les mêmes années, tu vois. Il a mon âge, Mark Zuckerberg. Donc c'est quelle année ça pour Mark? Lui, en fait, il a fait un bachelor là-bas. Il a pas fait un MBA comme nous. Donc moi, les gars qui étaient avec moi, ils étaient avec lui dans ses premières années d'études. Et eux, on continue. Donc, je sais plus, c'était au début des années 2000, un truc comme ça. T'étais sur Facebook à l'époque? J'étais assez tôt sur Facebook, et surtout à l'époque, justement, en 2000, quand j'ai fait mon MBA, donc 2010-2012, c'était le moment où là-bas, mais tout le monde était sur Facebook. Tu n'avais qu'un seul réseau social, quoi. LinkedIn, tout ça, même LinkedIn, même Twitter, même ces réseaux-là, ils n'étaient pas encore aussi. Donc toute la classe à Harvard était sur Facebook. En plus, c'était un gars d'Harvard qui avait monté le truc, donc tu étais obligé, quoi. Il y avait pas. T'étais obligé d'être sur Facebook. Donc c'était assez marrant cette époque. Deuxième volet du Social Network, j'ai vu ça qui doit arriver. Très bon film pour toutes les personnes qui veulent il faut le voir, qui veulent monter une boîte et comme quoi, mais tellement belle intro. L'idée vaut rien, tu peux la voler à 2 frères. Bon, même s'ils deviennent millionnaires avec des ils lawsuits. Ils sont pas trop mal sortis quand même. Ils sont mis bien. Non, vraie question. Si l'idée vaut 1%, on l'entend beaucoup, l'exécution 99%, tu me dis que tu dois lancer une landing page et en fait très vite itérer. Et moi, dans ma tête, ça a fait tilt avec les 700 cas d'usage que tu as eu en 2 ans. Et je veux l'opposer encore une fois à la France en se disant qu'en France, on va essayer de créer le premier produit parfait plutôt que de se lancer très rapidement. Ouais, exactement. Est-ce que ce truc-là, et j'ai envie que tu parles aussi au nom de Camille, parce que je suis sûr que vous en avez parlé à 2, est-ce que sans Harvard, vous auriez monté aussi rapidement un premier produit sans forcément être convaincu même de l'idée? Non, mais alors on l'aurait certainement pas fait de la même manière. Harvard, ça nous a mis dans ce mindset. Alors Camille, il bossait chez Google avant, il était plus américain que moi, il a étudié au Canada, donc il était déjà plus en avance dans ce mindset, si tu veux. Mais bon, moi, Harvard, c'est ça qui m'a éclairé sur cette façon de faire, sur la Lean Startup. C'est là-bas que j'ai appris tous ces trucs-là. Mais tu vois, je pense pas qu'il y ait une bonne manière parce qu'aujourd'hui, tu vois beaucoup de boîtes. En fait, la Lean Startup, on en est un peu revenu. Aujourd'hui, tu as beaucoup de boîtes qui se disent en fait... Non, il y a un problème, c'est un problème technologique profond. Je vais passer 2 ans à construire mon machin parce que tu es dans un environnement réglementé où tu as des problématiques de hardware, où tu as des problématiques lourdes. Voilà, et tu as des possibilités de lever beaucoup d'argent pour financer des cycles tu vois, où tu es presque dans de la biotech, quoi, où pendant 5 ans, tu vas juste être dans ton labo avant de sortir un truc. Aujourd'hui, ça se fait davantage et tu as plus de financement pour le faire. À l'époque, en 2012, quand on a lancé la boîte, à part la méthode Lean Startup qui consiste à faire avec des bouts de ficelle parce que tu n'as pas d'argent et effectivement mettre le plus vite un truc dans les mains d'un utilisateur, il y avait pas ça. Enfin, c'était un peu la seule méthode, quoi. C'est un bouquin, ça, Lean Startup. C'est qui déjà? Je sais plus. Je l'ai lu, honte à moi. Le nom va me revenir avant la fin. Bon, on le mettra dans le podcast, c'est le top 5 là, des bibles de l'entrepreneur. On va avancer un tout petit peu. C'est quoi l'idée de base? C'est quoi votre premier produit?
Ça ressemble à quoi ? En fait, le premier produit, c'est tout bête. D'ailleurs, le nom Payplug vient de là. On était aux US avec Camille et on a commencé à voir une boîte qui s'appelait Square à l'époque. Et donc, c'était le premier produit de Square. C'était un petit dongle que tu branches à la prise jack de ton téléphone et tu peux passer la bande magnétique de ta carte de paiement dans ce petit dongle. Donc, concrètement, tu transformes ton téléphone en machine à carte avec un petit bout de plastoc qui coûte $1 et que tu branches dans la prise jack de ton téléphone. Et donc pour les millennials, comment on appelle ça là ? Non, mais même aujourd'hui, on paye le sans contact n'existait pas on du était tout. très loin de tout ça. Très loin. Je parle de payer avec la bande magnétique comme si c'était normal. À l'époque, aux États-Unis, tu sais, tu passais la bande magnétique de ta carte. C'était comme ça que tu payais dans les machines à cartes, quoi. Un truc qui se fait plus du tout aujourd'hui. Mais donc, bref, on a vu ce truc-là et on s'est dit, mais en fait, la machine à carte, le téléphone, c'est logique, quoi. À un moment, les deux vont converger. C'était l'intuition qu'on avait. Et en Europe, il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à ça. En Europe, on payait déjà plus tôt en mettant la puce, le code PIN. Enfin, tu vois, comme ça, je pense que tout le monde se situe à peu près. Donc, on va s'inspirer de cette idée et Payplug, l'idée, on va faire un petit machin en plastique qu'on va brancher derrière l'iPhone et puis dedans, on pourra glisser une carte et transformer l'iPhone en machine à carte. Donc, les cibles, c'est des commerçants de rue, tout petits commerçants, le chauffeur de taxi, le gars qui vend sur le marché, enfin vraiment le tout petit. Qui accepte la carte déjà à ce moment-là justement, ou pas qu'il acceptait très très peu à l'époque. D'accord. Qu'il acceptait très très peu. Donc, vraiment ouverture de. Exactement. Et on se disait, on va équiper. Voilà. C'était l'idée initiale. Et donc, on va équiper le tout petit commerçant avec un truc qui, jusqu'à maintenant, était plutôt trop compliqué pour lui parce que le TPE, le contrat monétique qui va avec, tout ça, c'est quand même un truc de vrai commerçant établi et c'était encore plus compliqué à l'époque. Donc, quand tu es tout petit, tu t'embarques pas là-dedans. Donc ça, c'était l'idée initiale. Et en mode Lean Startup, très vite, on a bricolé un machin qui tenait vaguement la route et on a commencé à le mettre entre les mains de premiers clients. Mais si tu veux, un truc qu'on a réalisé, le pivot, il s'est fait au bout de quelques mois. Cette idée, elle n'a pas duré plus de quelques mois. Et le pivot, il est venu du fait qu'à l'époque, tu faisais pas des levées en seed à 5 millions. Nous, on a fait un seed, notre toute première levée de fonds, on a levé 400 000 €, on était les rois du pétrole. En France ? Ouais, en France. Pourquoi vous n'avez pas levé aux US ? Alors, il y avait quelques business angels américains. Mais tu vois, le business angel américain, tu lui dis que tu vas lancer un truc sur le marché français au départ. Il dit t'es trop petit. Bah non, enfin j'ai des trucs dans mon pays, je vais pas aller investir au tiers-monde. C'est pas, enfin, tu vois, là-bas, ça leur parlait pas, quoi. Et tu disais le pivot, il est arrivé au bout de 3-4 mois. Le pivot, il est arrivé au bout de 3-4 mois. Et je te dis, la raison, c'est tout simplement que, en fait, le hardware, ça coûte cher, quoi. Et quand je te dis aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent, tu peux lancer des boîtes hardware first avec des certifs, avec de la réglementation et passer par des cycles qui vont te prendre des années avant d'aller sur le marché. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. À l'époque, tu faisais pas des levées de plusieurs millions quand tu partais où tu avais juste, comme nous, ton CV et un PowerPoint, quoi. Tu levais pas des millions sur ça. Tu levais au mieux 400 000 balles comme nous parce qu'on avait des beaux CV et puis un beau PowerPoint. Et les gens étaient sympas de nous filer déjà 400 000 € à l'époque. On estimait que c'était énorme. Mais sauf qu'avec 400 000 €, tu fais pas une boîte de hardware. Clairement pas. C'est quoi ? Tu te rends compte que tu dois dépenser en hardware et très vite, tu te dis il faut du volume très vite, pour rentabiliser. Tu vois, tu creuses l'idée, tu vas au-delà de ton PowerPoint, tu commences à faire un prototype et tu te rends compte qu'en fait, le truc, mais c'est des certifications pas possibles de sécurité, que les technologies, elles vont coûter super cher, qu'il faut que tu trouves des sous-traitants qui n'ont pas encore les trucs pour le faire. En fait, tu te dis, mais je suis en train de rentrer dans un truc, ça va me prendre au moins 2 ans avant de sortir un produit et ça va me coûter des millions. Et avec une incertitude que peut-être ça va pas marcher. Et certainement que ça va pas marcher. Donc, on s'est dit, en fait, le pivot, ça a été de se dire, mon petit commerçant là qui vend dans la rue, en fait, il y a exactement le même qui vend sur Internet. Et donc, très rapidement, on s'est dit, on va oublier tous ces trucs de hardware parce que c'est pas pour nous, on n'a pas les moyens et on n'y comprend pas grand-chose. On va partir du petit commerçant en ligne. Parce que sa problématique, elle était assez similaire, si tu veux. Le petit commerçant qui vend sur Internet, il a son site pour vendre des mugs ou des t-shirts. Tu vois, le petit commerçant en ligne, ça existait déjà à l'époque, c'est le petit commerçant en ligne. Il avait 2 choix pour faire du paiement. Il avait soit sa banque, mais c'était galère parce qu'il y avait beaucoup de paperasse, il y avait beaucoup de technologies à l'ancienne avec des docs incompréhensibles dans des langages compliqués. C'est même pas sûr que tu puisses payer en autre devise. Et puis c'était cher, et puis c'était lourd, tout ce que tu veux. Et à l'autre extrême du spectre, tu avais PayPal, qui était un peu le seul truc à l'époque qui existait pour encaisser en ligne de façon à peu près simple. Mais tu avais un grand trou entre les deux. Tu n'avais pas Stripe encore. Okay. Stripe s'est lancé un tout petit peu avant nous, 2 ans avant nous, mais à l'époque c'était juste aux
US, chez Y Combinator, c'était encore assez confidentiel. Square a fait Y Combinator ou pas? Square, je suis pas sûr qu'il soit passé par là, parce que tu sais, c'était Jack Dorsey qui avait déjà monté Twitter avant, Ouais, bien donc sûr, il est allé direct très vite. Stripe, par contre, c'est Y Combinator, c'est les gars qui sortaient d'études, quoi. C'est un peu à la Mark Zuckerberg, les deux frères. Et attends, je te titille dedans. Vas-y. Vous avez volé l'idée de Square. Non, je rigole. Vous avez été inspiré par leur idée. Ouais. Est-ce que 4 mois plus tard, eux aussi ont fait un pivot et ça vous a mis la puce à l'oreille à ce moment-là ou pas, ou vous regardiez déjà plus Square à ce moment-là? Square, ils sont continués dans leur route. Square, c'est resté, tu sais, du hardware sur le téléphone. Après, ils ont fait pas mal d'autres choses ensuite et ça a été une super boîte. Et en fait, quand on a eu l'idée de Payplug, qui finalement est une idée qui ressemble beaucoup à celle de Stripe, effectivement, on ne connaissait pas Stripe. On n'avait jamais entendu parler de cette boîte. On s'est lancé là-dessus. Et alors, pour la petite anecdote rigolote, après encore 6 mois de plus, tu vois, la boîte devait avoir 1 an, donc on avait un tout début de site web, de produits, on essayait d'en parler. Alors, on avait encore pas mal de liens avec les États-Unis, donc on parlait à des gens là-bas, on était quand même à peu près identifiés. Et Stripe, qui devait avoir 3 ans à l'époque, c'était le tout début, ils nous ont appelés, ils nous ont dit salut les gars, on cherche des gens pour lancer l'Europe, on voit que vous sortez d'Harvard et que vous lancez une petite boîte dans un truc qui ressemble au nôtre, est-ce que vous voulez pas plutôt rejoindre Stripe? Et donc à l'époque c'était, tu vois, on aurait été parmi les tout premiers employés et nous ouvrir le marché européen. Et vous avez dit non? Et on a dit non. Et on s'est regardé avec Camille, on a dit attends, nous on veut monter notre boîte, quoi. On veut pas, la boîte elle a même pas 1 an, quoi. On veut pas rejoindre une grosse, pour nous c'était déjà une grosse boîte Stripe par rapport à nous, ils avaient quand même déjà un peu d'avance. Mais attends, vous rejoignez BPCE quelques années plus tard. Et on rejoint, ouais, mais c'est nettement plus tard quand même, c'est pas la même histoire. Non mais très intéressant. Est-ce que vaut mieux monter ta boîte et la faire croître pendant, donc vous l'avez revendu quand à BPCE? On l'a revendu en 2017. Donc la boîte avait déjà 5 ans, ouais, 5 ou ans. Plutôt la revendre au bout d'1 an à une licorne, enfin une future licorne. Non mais je suis très intéressé. Je sais pas si tu peux analyser ça aujourd'hui. Est-ce qu'en termes de valeur de capitalisation, ça aurait été plus intéressant avec la même trajectoire Payplug, mais qui rentre plutôt très tôt chez Stripe versus plus tard avec BPCE? Tu peux le regarder sous plusieurs angles. Si tu le regardes d'un point de vue purement financier, alors effectivement, à l'époque, ils nous proposaient des parts de Stripe sur des valos toutes petites. Stripe, il y a récemment, ça a été valorisé près de 100 milliards. 100 milliards. Ouais, donc ça donne le tournis. Forcément, d'un point de vue financier, je pense que ça aurait été une bonne opération. Là, de prendre été milliardaire, de prendre tu des parts vois. de Stripe aussitôt dans leur aventure, tu vois. Okay. D'un point de vue financier, ça aurait probablement été mieux avec Stripe, tu vois, si on avait pris des parts de Stripe à l'époque et que je les avais encore aujourd'hui. Mais tu vois, tu peux refaire l'histoire 10 fois. Et peut-être que Payplug serait mort entre-temps. Non, mais c'est aurait sûr. été aspiré. Ah bah oui, non, mais c'est sûr, c'est ce qu'ils nous proposaient. Par contre, Stripe qui te propose une sorte d'association au rachat te met de ouf en confiance. Non, mais alors, c'est déjà exactement. Ça nous a donné vachement confiance. Exactement, c'est ça qui s'est passé. On s'est dit, c'est quand même. Parce que tu vois, tu as l'aspect financier, mais tu as aussi l'aspect qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie. Et nous, à ce moment-là, le rachat par Stripe, c'était ce qu'ils appellent un acqui-hire. Ça veut dire, on bazarde tout ce que tu as fait, on vous rachète juste pour vous embaucher, quoi. Et vous allez vendre du Stripe en Europe. Enfin, tu vois, votre petit produit que vous avez à peine commencé à développer, votre petite équipe, tout ça. En fait, quand on te dit ça. Ouais, en fait, tu te dis, c'est une embauche très bien payée dans une grosse boîte, quoi. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était un projet entrepreneurial. On voulait monter une boîte. Donc, c'est pas le même projet. C'est quoi quand tu dis monter une boîte, laisser un projet entrepreneurial? Je vais aller plus loin. Très pompeux, mais en vrai, est-ce que c'était laisser votre trace? Je sais pas, c'est plus... Payplug est indépendant en termes de marque aujourd'hui versus BPCE. Ouais, on a encore, exactement, on a encore cette marque, on a encore un degré d'autonomie assez fort dans le groupe, on pourra y revenir, mais donc tu as cet aspect de construire un truc avec tes mains. Je sais pas si c'est laisser une marque, parce que tu vois, quand tu prends un pas de recul... Bon, on reste une petite boîte. Dans 20 ans, je ne sais pas si on se souviendra de cette marque et de cette boîte. Je ne sais pas. Enfin, peut-être, j'espère. Mais en tout cas, ce n'est pas ça la fin en soi. Parce que sinon tu es forcément... tu seras vite frustré, quoi. Parce que... Mais il y a un petit peu d'ego quand même en tant qu'entrepreneur. C'est ton bébé au début. Ouais. Alors... Je sais pas si c'est de l'ego. Tu as une forme d'excitation de te dire ce truc, c'est moi qui suis à l'origine. Et... Moi, alors c'est une fierté, alors je sais pas si on peut dire que c'est satisfaisant pour l'ego, mais en tout cas c'est une fierté quand je vais au boulot tous les matins, qu'il y a 350 personnes, qu'il y a un produit et qu'il y a 20 000 clients qui l'utilisent et que je me dis je suis à l'origine de ce truc-là. Que seul toi vois il y a 13 ans les galères. Exactement. Et tu te dis 12 ans après,
Moi, ma fierté, c'est les gens qui viennent bosser là, qui sont contents de venir bosser le matin. Et ça, c'est complètement génial de te dire ce truc, il existe parce qu'on est parti à l'époque de rien et on a construit ça jusque-là aujourd'hui. Et tu as 350 personnes qui bossent dans cette boîte et qui sont contents de bosser et des clients qui l'utilisent et qui sont contents de l'utiliser. Et ce truc n'existait pas, maintenant il existe. C'est super satisfaisant, tu vois. C'est ça le vrai moteur au final. Ouais, c'est ça le vrai moteur, c'est de construire un truc. truc, tu vois. C'est comme, je sais pas, construire une maison, c'est construire un truc, quoi. Tu pars de zéro et puis tu te dis, allez, je vais le faire et je vais faire un truc plus grand que moi, quoi. Tu peux nous faire les différentes années, un peu rapidement, mais en termes de croissance, jusqu'à le début des conversations avec BPCE. Et d'ailleurs, je vais te poser la question après, mais est-ce que c'est les premiers à qui vous avez parlé ou les seuls ou pas? Raconte un petit peu jusqu'où vous êtes arrivé. En fait, on a itéré sur ce truc un peu lean startup, comme je te disais, donc assez vite dans le pur e-commerce. Et quand tu fais du pur software, ça te permet de faire ça, quoi. Tu itères assez vite. On a commencé par faire le tout premier produit, donc après cette histoire de dongle, t'envoyais un lien de paiement depuis une appli mobile. C'était encore du mi-magasin, mi-en ligne. Après, on est allé vraiment résolument dans le e-commerce. Bref, tu vois, on a zigzagué jusqu'à trouver notre place, jusqu'à trouver notre pitch qui était la solution de paiement clé en main, facile pour le petit commerçant en ligne. Tu vois, assez rapidement, on est tombé sur cette direction-là. Et on a fait plusieurs levées de fonds. On a fait donc la levée en site dont je te parlais. 400. Ensuite, on a refait 2 autres levées après dans les années qui ont suivi. Combien environ à chaque fois? Alors à l'époque, ça semblait beaucoup. Aujourd'hui, ça semble rien du tout. Mais tu vois, on a levé la deuxième, c'était 1 million. Et la troisième, c'était un peu moins de 2 millions. Tu vois. Série A à 2 millions. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, tu rigoles quand tu vas aujourd'hui. Voire série B, en fait. T'es un ordre de grandeur au-dessus, forcément. Avec un zéro. Si tu veux être crédible. Bah ouais, c'est ça, t'as un zéro de plus. Mais à l'époque, non, à l'époque, t'avais pas les mêmes fonds. Enfin, tu vois, les mêmes niveaux d'argent dans les startups en France. Donc 3 levées. Donc 3 levées, on grossit notre truc, on arrive, je sais plus, on avait quelques millions de chiffre d'affaires, on avait alors nos clients étaient plus petits, c'est pour ça à l'époque on en avait déjà quelques milliers, mais c'était une typologie, on était vraiment que sur des micro-marchands. Donc aujourd'hui, on en a, je te disais, près de 20 000, mais ils sont en moyenne beaucoup plus gros, c'est pour ça qu'on fait des chiffres plus importants. Mais donc tu vois, on avait ce début de traction. Et on a croisé la route de BPCE à un moment où on devait être peut-être 40 dans la boîte, quelques millions de chiffre d'affaires. Encore le début, in fine. Ouais, encore le début finalement, mais déjà quelque chose. Tu vois, déjà, on avait passé ces toutes premières étapes où t'es pas sûr qu'il y ait un product market fit. On était quand même à un moment où on voyait qu'on avait construit un truc qui répondait à un besoin sur un gros marché. Comment tu le mesures? Là, tu parles du product market fit. Juste avant, tu disais, ça y est, on a itéré, on a trouvé, en fait, on a trouvé notre marché. Ouais. C'est quoi les signaux? Écoute, je pense que t'as forcément, c'est pas que quanti, t'as une grosse part de quanti, tu regardes tes métriques et ça, t'as pas mal de théories là-dessus sur ce que tu fais month on month, year on year, en fonction de ton business, ta rétention, combien ça te coûte d'avoir un nouveau client versus combien il te rapporte, ton CAC LTV, enfin voilà, tous ces trucs-là, tu les mesures, tu les regardes, puis tu vois que les métriques ont l'air pas trop mal, ça te coûte pas trop cher d'aller chercher un nouveau client, ton nouveau client, t'arrives à le rentabiliser, ton marché, il a une grosse profondeur, donc tu te dis, si on met des moyens dans ce moteur, le moteur, il marche, quoi. Et donc il peut nous emmener plus loin. Donc c'est ça, tu vois, on avait ce niveau de confiance de dire on a trouvé un product market fit. Et puis comme je te dis, les ordres de grandeur aussi sont importants. Quand tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu peux pas dire que tu as trouvé ton product market fit. Tu peux dire que tu as eu un début de signal positif. Quand tu commences à être sur des ordres de grandeur de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, là tu arrives dans une masse critique qui fait que si tu as une méthode réplicable par-dessus ça, tu es sur des ordres de grandeur qui te laissent penser que tu peux construire une vraie boîte, quoi. Et tu disais, il y avait des choses très tangibles, mais l'intangible, c'était quoi? C'est peut-être appeler vos clients et comprendre que exactement. Il y avait de l'émotionnel dedans. C'est ça. L'intangible, tu l'as en parlant à des clients, exactement. Enfin, tu mets vraiment le doigt dessus parce que c'est pas juste en restant à réfléchir dans son salon, tu l'as en parlant à des clients et en parlant à l'écosystème aussi. Alors ça, peut-être pas vrai partout, mais dans le paiement, tu as une vraie logique d'écosystème parce que ton système de paiement, il est intégré avec ta plateforme e-commerce, avec ton système de compta, tu as une agence web qui t'aide à le mettre à jour. Enfin, tu as plein d'acteurs tout autour entre toi et le client. Donc, tu as le client, tu as tout cet écosystème et quand tous les sons de cloche sont cohérents et te disent « j'aime bien ton produit, d'ailleurs, je vais le recommander à un tel et un tel qui a le même genre de besoin que moi »,
bon, bah tu comprends que tu es sur quelque chose, quoi. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as quand même des feedbacks? Parce que moi, il y a une petite voix dans ma tête qui me dit, tous les entrepreneurs qui te disent, ah, le jour où tu lances ton produit, ou même quand on te dit que ton produit est parfait, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a toujours en fait une sorte d'amélioration et que tu n'as pas touché en fait le vrai problème. Ouais. Est-ce que quand vous avez ces signaux verts, tu as quand même un visu, une perspective sur toutes les choses que vous pouvez améliorer pour aller chercher encore plus? Ouais. Donc là, tu te projettes de ouf. Ouais, et surtout, mais attends, nous, une particularité de notre secteur, c'est que on est passé assez vite de ce qu'on appelle un blue ocean, tu sais, c'est-à-dire un marché où il y a personne et où tu peux. Un blue ocean. Ocean. On est passé d'un blue ocean qu'on a lancé en 200012 à un red ocean. Où là, il y a full compétiteur. Où là, tu vois, en 2017, donc le moment où on a fait la revente à BPCE. T'avais Stripe qui était là quand même bien en train d'arriver, on voyait Adyen qui pointait le bout de son nez, on entendait parler de Molly, il y avait les débuts de Checkout aussi, et puis t'avais les historiques, les WorldPay, les machins, le truc, tu te dis en fait on est parti à un moment où on se disait il y a les banques d'un côté, il y a PayPal de l'autre, il n'y a rien entre les deux, c'est un boulevard, on y va, et là on était dans un embouteillage, quoi, tu vois, 5 ans après. Donc c'était plus ça qui avait changé. Donc, signaux positifs, mais en même temps, donc le marché grossit, mais les compétiteurs arrivent, ce qui en fait est bon signe. Est cohérent. Et tu gardes ton avantage presque de first mover, je pense. Ouais. Parle-moi de la conversation avec Camille. Je suis sûr qu'il y a des choses que tu peux pas nous dire, donc je vais pas te faire chier. Mais il y a dû avoir une conversation. Est-ce qu'il y a l'un de vous deux qui était réticent à l'idée de revendre? Ouais. Bah ouais. Alors attends, faut que je te raconte comment c'est arrivé parce que on n'était pas vendeur. Franchement, on voyait qu'il y avait beaucoup de concurrence, mais on se disait, mais on va se différencier comme ci, comme ça, on a quelques idées, on voit très bien comment on peut continuer l'aventure en stand-alone. Donc on était plutôt en mode, faut refaire encore une levée de fonds pour mettre du cash dans le machin, nos concurrents sont très bien financés aussi, ça coûte de l'argent, cette croissance, donc on va aller lever. Et donc on faisait encore un tour de table en parallèle. Et on se disait, comment est-ce qu'on peut accélérer la distribution de notre produit? Faut aller voir des gens qui ont déjà beaucoup de clients. Et puis, ils vont nous servir de distributeurs. Ça va nous accélérer, si tu veux. Et donc, assez logiquement, quand tu fais un produit de paiement, tu te dis, je vais aller parler à des banques. Les banques, ils ont plein de commerçants dans leurs clients. Ils savent pas faire ce type de produit. Et on va leur proposer des partenariats pour qu'ils nous distribuent. Et donc, tu vois, ça a commencé comme ça. Et on a été tapé à la porte de plusieurs banques. Alors, il se trouve, par hasard, une des premières, ça a été BPCE. Qu'est-ce qui a marché? Je vais aller plus loin. Est-ce que c'est un contact humain plus que même quoi que ce soit d'autre, le tech-friendly ou autre? En fait, pas tant que ça, parce que le contact humain, il est arrivé après, et on a eu énormément de chance là-dessus, et je te raconterai ça après, mais au début, mais vraiment, on n'était pas vendeurs, quoi. Au début, on a eu des discussions avec des gens en face de nous, on leur disait, nous, on vient pour vous proposer notre produit, est-ce que vous voulez le distribuer, quoi? On fait un rev share, on fait un modèle, vous êtes distributeur de notre produit. Et en fait, ce qui s'est passé, ce qui est assez marrant, à l'époque, BPCE, le patron s'appelait François Pérolle, et François Pérolle avait fait une virée dans la Silicon Valley quelques temps avant. Il avait vu Stripe, il avait vu un peu ce qui se passait dans le monde des paiements, et il s'était dit, en fait, et pour le coup, franchement, il était visionnaire là-dessus, parce qu'il n'y a pas beaucoup de banquiers qui se rendaient compte de ça en 2017, quoi. Aujourd'hui, évidemment, il y a beaucoup de choses, mais en 2017, il s'était dit déjà... ces gens-là qui arrivent tech first, tu vois, qui ont une ADN très différente de nous, qui viennent de ce monde de l'entrepreneuriat et de la tech, ils vont nous bouffer sur des métiers historiques de banquiers comme le paiement. Et lui, il a été smart. Et lui, il a dit à toutes ses équipes, il a dit à toutes ses équipes, il faut qu'on ait un moyen de répondre à ça, quoi. Il faut qu'on ait nous aussi un actif dans le groupe BPCE qui nous permette d'être concurrentiel, d'être compétitif sur ce marché. Et donc tous les gars à qui on parlait, nous, dans nos discussions, est-ce que vous voulez bien nous distribuer, ils commençaient à avoir la petite musique dans la tête. En fait, peut-être qu'on a en face de nous la boîte dont on a besoin d'un point de vue, tu vois, plus stratégique, moins commercial, mais plus stratégique. Donc ils avaient tous un peu ce truc de au début partenariat, mais très vite ils voyaient un potentiel de bien plus gros long terme. Ils voyaient un truc de beaucoup plus. Et avec Camille, à ce moment-là, nous, pas du tout, vraiment. On se disait, non, on n'a pas envie de se faire racheter aujourd'hui. Indépendance. Indépendance. On était vraiment encore dans ce mindset. Et donc les discussions ont duré assez longtemps. C'est devenu de plus en plus concret. Et puis, tu vois, tu as un moment où tu finis par être vendeur, quoi. Qui l'est le plus rapidement entre vous deux? Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est le début de la réflexion de la fin de votre association avec Camille? Alors, en fait, je pense...
on l'a vécu un tout petit peu différemment entre Camille et moi. Parce que moi, tu vois, au moment où ça a commencé à devenir vraiment concret, où ils ont commencé à nous donner des chiffres, on s'est dit, ah bah ouais, en fait, faut pas qu'on passe à côté, quoi. Et où moi, je me disais, en plus, ouais, je me vois bosser encore un peu avec ces gens-là. Ils comprennent ce qu'on fait, ils voient la complémentarité. D'où l'humain. C'est pour ça que je t'en parlais. Le début du truc un peu humain. Quand je pense à la boîte, je me dis, bah ouais, avoir un acteur comme BPCE derrière, quand tu es face à des gens qui sont énormes à côté, BPCE, ils parlent directement à Visa, à Mastercard, aux régulateurs. Ils ont des gros moyens financiers à nous apporter. Enfin, tu vois, pour la boîte en tant que telle, c'est pas un mauvais pari. Pour les actionnaires historiques, ils vont faire un super retour. Enfin, tu vois, je me disais, bon, là, il faut y aller, il faut le faire. Et Camille, un peu différent, jusqu'à la dernière minute, lui, il était, ce truc, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que si je commence à me dire que ça va arriver, c'est une distraction et je ne vais pas faire les bonnes décisions pour la boîte parce que je vais prendre des décisions qui sont liées à cette opération. Et donc Camille, il était très fort pour ça. Jusqu'à vraiment la fin, il se disait ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Et toi, tu te disais quoi du coup ? Et moi, à ce moment-là, je me disais, ça va, si, c'est en train d'arriver là. Laisse-moi être riche. Là, c'est en train d'arriver, ça va arriver. Mais tu vois, Camille, il disait ça, il se forçait à le dire parce qu'il voyait bien que c'était en train d'arriver. On était dans des discussions avec des avocats, on était en train de faire un deal, quoi. C'était en train d'arriver. Mais en fait, lui, c'était une vision très rationnelle de dire, il faut pas que ça porte préjudice à la boîte si ça n'arrive pas. Et comme on n'est pas en contrôle. Parfait, parce que tu as deux parties à une transaction et l'autre partie, elle peut te faire faux bond à n'importe quel moment. Donc, comme on ne contrôle pas ça, il ne faut pas qu'on se distrait et il ne faut surtout pas que ça porte préjudice à l'équipe, à l'envie, à la trajectoire, à la vision produit, etc. Donc, je ne me distrais pas, je reste sur ma trajectoire, etc. Il faut qu'on fasse un tour dans ta tête, il ne nous reste plus masse de temps. Moi, je veux te titiller. Il y a le rachat. Déjà, tu peux nous dire très rapidement, entre 2017 et aujourd'hui 2025, 8 ans plus tard, vous êtes passé de combien à combien, juste en termes de CA ? En termes de CA, ouais. On est passé de quelques millions à plus de 100 millions. Donc quand tu dis quelques millions, on est à plus ou moins de 10 ? On est à moins de 10. Ok, donc vous faites x10 quand même. Ouais, facile, c'est pas mal. Ouais. Pas de regret là-dessus. Non. Deuxième question. Tu te retrouves avec des mecs en costard-cravate. Moi, je te dis ça parce que ça me fait rire. Je me rends compte que depuis tout petit, mes parents me disent non mais les vacances d'été ça n'existera plus, mon fils tu vas devoir te lever tous les matins à 7h du mat et moi le mardi quand j'ai tennis à 15-16h je leur envoie limite un message en mode c'est ça ma vie aujourd'hui. Donc je reviens là-dessus et le costard cravate aussi, j'étais anti ça. Est-ce que t'as pas eu peur là-dessus ? Est-ce que tu n'avais pas des préjugés sur tes futurs collègues, voire employeurs ? Mais si tu veux, on avait tellement de préjugés et ça pour le coup avec Camille, parce que tu vois, même au moment où on a revendu, alors Camille, ni l'un ni l'autre on savait combien de temps on se projetait en réalité, parce qu'on savait pas comment ça allait se passer. Tu vois, on a négocié un deal qui nous permettait de sortir au bout de 2 ans. Donc c'était quand même ça. Mais ça veut dire qu'on allait quand même y passer au moins 2 ans. Et en 2017, quand on s'est dit on va y passer au moins 2 ans, on n'avait pas envie que ce soit 2 ans horribles. Et on avait les mêmes préjugés que tout ce que tu décris. Le truc, les costards cravates, ils vont rien comprendre à ce qu'on fait, ils vont vouloir nous imposer plein de choses, ça va pas être adapté à une boîte comme la nôtre, etc. Et en fait, dans la négociation qu'on a eue, on a posé un cadre qui laissait... Pas de costard. Exactement. On a mis une clause, tu vois, dans le... Que des sneakers, c'est une table de ping-pong. Exactement, dans le deal. Non, mais mais c'était quand même l'esprit du truc, parce qu'on a mis beaucoup de clauses dans le deal qu'on a fait avec BPCE qui préservaient l'autonomie, l'intégrité, la capacité de piloter la boîte de façon relativement autonome du groupe. Parce qu'en fait... Même BPCE, et c'est là qu'ils ont été super intelligents, ils ont compris qu'ils nous rachetaient parce qu'on était différents d'eux à tous les égards. Donc ils ne voulaient pas vous changer en fait. Et donc s'ils nous changeaient, ils allaient juste détruire la valeur qu'ils avaient rachetée. Stripe à l'époque voulait vous changer. Voulait juste vous choper et vous mettre en mode exécutant. Exactement. Mais parce que Stripe, c'était un gros pay-plug. BPCE, c'est pas un gros pay-plug. BPCE, c'est complètement autre chose. Et tout est différent. Tu vois, c'est une banque systémique industrielle. Payplug, c'est un challenger pure tech. Tout est différent entre ces deux structures, surtout à l'époque où on était tout petit. Alors aujourd'hui, on a grandi, donc c'est un petit peu différent parce qu'on commence à avoir des problématiques un peu plus industrielles. Mais à l'époque, ils avaient très bien compris que s'ils nous rachetaient, en plus, la boîte relativement petite, il fallait préserver ça et nous aider à nous développer et pas chercher à transformer le truc parce qu'ils risquaient de le détruire, quoi. C'était encore assez fragile, tu vois, une boîte aussi jeune. Donc, en vrai, le premier jour où vous êtes arrivé chez BPCE, premier jour de taf, ça bégayait un petit peu, quoi. Il y avait des petites appréhensions. Non, mais puis attends, t'as eu des chocs des cultures. La première fois, on a eu...
On s'est fait auditer un an après le rachat, parce que c'est des trucs assez classiques dans les groupes bancaires. Tu as ce qui s'appelle l'inspection générale, c'est l'audit interne. C'est un truc, c'est surtout dans la finance très important ou la banque. dans ces structures, et pour plein de bonnes raisons. Et quand ils arrivent, ils regardent tout, quoi, et ils te disent voilà ce que tu dois changer. Ça marche vraiment comme ça. Et donc on s'est tapé ça. C'était un choc des cultures, parce que pour nous, c'était un autre monde. Et puis là, c'était vraiment les gens en costard qui arrivent et qui te disent il faut changer ci et ça. Qui te regardent pas dans les yeux. C'était compliqué, quoi. Ouais. Et donc il y a eu des phases comme ça. Ça, c'était en 2018 à peu près, mais ça a eu un début et une fin, cette phase-là. Et en fait, ce qui était le plus important, c'est que les personnes qui se sont retrouvés, administrateurs de Payplug. Alors, déjà, moi, j'ai gardé des parts dans la boîte très longtemps, donc j'étais encore un actionnaire minoritaire. T'as lâché tout quand ou t'as revendu? J'ai fini de revendre mes parts il y a 1 an et demi, tu vois, donc c'est assez récent. Mais donc, la gouvernance qu'on avait mis en place, il se trouve que, alors il y avait un mec qui s'appelle Pierre-Antoine Vacheron qui est arrivé chez BPCE à peu près au même moment du rachat de Payplug, qui a été le président de notre conseil d'administration pendant 7 ans après. Bon, et on a très vite développé une bonne relation, une relation de confiance, et ça se passait très bien avec lui et avec d'autres personnes qu'il avait mis là, et on avait accepté de garder des administrateurs indépendants dans le conseil d'administration. Donc, tu vois, il y avait une gouvernance qui était saine et qui était là pour protéger le truc. Et donc, ouais, il y a eu des chocs des cultures, il y a eu des moments où on s'est retrouvé dans des situations où on s'est dit, attends, faut qu'on corrige le tir parce que là, on parle pas la même langue et ça va porter préjudice à tout le monde si on... Donc, tout n'est pas rose, il y a des moments de doute. Voilà, tu as des moments de doute, évidemment, tu as des moments de doute. Ce qui rend les victoires plus belles. Ce qui rend les victoires plus belles, exactement, je l'aurais pas mieux dit. Mais à la fin des fins, quand tu as des gens en face de toi qui sont intelligents et qui sont respectueux des différences, parce que c'était ça au final, il fallait pas beaucoup plus et c'est ce qu'on avait en face de nous, des gens qui voyaient ce qu'ils pouvaient nous apporter mais qui voyaient aussi ce qu'on pouvait leur apporter et surtout qui voyaient ce qu'il fallait pas casser, en fait ça s'est très bien passé. Et donc tu vois, moi ce qui s'est passé en 2019 au moment où on arrivait au terme de nos engagements, tu vois, contractuels, je me suis dit là, BPCE est très content de continuer avec moi cette aventure, si je souhaite le faire. Ma relation avec eux est très bonne et très saine et on arrive à fonctionner ensemble en bonne intelligence. Et en fait, si je me barre, je vais faire quoi? Je vais probablement repartir à zéro, essayer de monter une boîte et revenir à l'étape où je suis là aujourd'hui, tu vois, à refaire... tu vois, je sais plus, on avait 50, 70 personnes, un produit dont j'étais très content du produit, très content de l'équipe, très content de la boîte. Et en fait, je me suis dit, c'est quand même idiot. Si je me barre maintenant, je vais juste essayer de refaire ce que j'ai là. Donc en fait, donc je vais plutôt continuer à construire sur ce que j'ai là, tu vois. L'objectif de la création est du 0 to 1 et pour arriver à cette phase de scaling. Donc aujourd'hui, tu prends plus de plaisir. Je vois bien que ton kiff n'est pas de rentrer dans une boîte qui a déjà scalé. Tu veux vivre ces premières années. Ouais. Mais c'est un pur kiff aujourd'hui de scaler une boîte plutôt qu'être encore à rafistoler. En fait, moi, ce qui m'anime, tu vois, dans cette histoire, c'est les nouveaux challenges. Et ce qui a été génial, c'est qu'on a toujours réussi à trouver un nouveau truc après, une nouvelle marche à franchir. Et tu vois, on a eu, pour te le faire très rapidement, mais pendant la période de la crise sanitaire, on a eu un énorme challenge, une crise de croissance, quoi. Du jour au lendemain, on est passé sur des croissances à 3 chiffres, alors qu'on faisait déjà quelques millions, donc des croissances à 3 chiffres dans ces moments-là. Ok, opportunité, tu veux dire. Ouais, mais avec tout le monde en full remote, où on ne savait pas comment gérer. Donc ça, c'était un gros challenge. Après, on a décidé de fusionner Payplug et Dalenis, donc une autre boîte qui avait été rachetée par BPCE, une autre fintech, même plus grosse que Payplug. Et donc là, moi, j'ai vu ça comme un nouveau challenge, c'est encore autre chose. C'est plus un sujet d'hypercroissance, c'est un sujet de fusion, de consolidation, de rationalisation aussi, parce que le but, c'était de trouver des synergies entre les deux boîtes. Donc, tu avais toutes ces dimensions-là sur lesquelles j'avais jamais encore pu me faire les mains. Et donc, j'ai vu ça comme une super opportunité et j'ai fait ce projet-là. Et tu vois, là, en ce moment, on est en train de dessiner les opportunités suivantes. On a pas mal d'idées et c'est ça qui est génial. C'est tu te dis, je construis tu vois, une espèce de pyramide et je rajoute des trucs les uns par-dessus les autres. Donc, je sais pas à quel moment tu atteins le sommet de la pyramide. Ça, je l'ai là, le pas prochain encore bloc, tu as un horizon à plus 3, 5 ans, c'est ça?
Honnêtement, je peux pas te dire. Là, on est en train de le dessiner, ce prochain Ok. bloc. On est en train d'en discuter avec BPCE. À quoi est-ce que va ressembler cette prochaine étape? T'as un meilleur horizon que notre Premier ministre ou notre gouvernement? Alors, c'est dur d'avoir un moins bon horizon, en l'occurrence. Donc, je pense qu'il est un petit peu meilleur quand même. En tout cas, on te le souhaite. Voilà. Je termine avec mes dernières questions du tac au tac. Je suis désolé, tu viens de parler de remote et je me rends compte qu'on n'a pas forcément parlé des personnes que tu recrutes. Ouais. Mais c'est parfait. Dans cet aspect de cette nouvelle, comment tu dis, ce nouvel étage, ce dernier étage que tu rajoutes là sur la pyramide, tu peux me dire rapidement, c'est quoi le ou les traits de caractère, de personnalité, de pro, de skills, bref, que tu cherches chez des personnes que vous recrutez? Et je vais aller un petit peu plus loin dedans. Est-ce que tu cherches des gens en mode startup ou en mode banque? Ah, c'est une super question. Et je pense, et en plus, c'est la seule question qui compte. Moi, j'ai vraiment une conviction très forte sur mon métier, c'est que mettez des chemises. Excuse-moi, Exactement. je tue ton plus dynamisme, important. désolé. Non, j'ai une conviction super forte, c'est que la première ligne de ma job description, c'est attirer, retenir les meilleurs talents et les faire bosser ensemble. Et si j'ai réussi ça, parce que tu vois, quand tu es 350 dans une boîte, au final, ton impact individuel, c'est 1 sur 350. Là où tu as vraiment un impact, c'est si tu trouves les bons 350 et que tu te les mets dans les bonnes conditions pour bosser. Donc moi, je suis absolument convaincu de ça. Mon job, ma raison d'être, ce que j'apporte à la boîte, c'est ça, c'est de trouver les bonnes personnes, de les mettre aux bons endroits et de leur permettre de bien bosser ensemble. Et donc, ce qui est compliqué pour un ingénieur au départ comme moi, c'est que le recrutement, c'est pas une science, c'est un art. Tu peux complètement te planter, tu peux gagner au loto, et à chaque fois que tu essayes d'en faire une règle, tu vas te planter parce que tu vas trouver un contre-exemple à ta règle. Mais il y a quand même quelques trucs. Les trucs qui n'ont jamais changé, c'est des gens exigeants, des gens qui se remettent en question, qui ont ce mode solution, c'est-à-dire... Ouais, t'es créatif, tu trouves, t'as un nouveau problème, tu vas demander à ton pote, tu vas trouver une idée, tu vas passer à l'action, tu restes pas à l'arrêt quand tu vois cette forme de proactivité, tu vois, de biais pour l'impact, pour l'action, qui est un truc super important, qui est la base de l'ADN entrepreneurial. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on a réussi à peu près à garder au fil des années et qui est super important qu'on garde encore aujourd'hui. Ce qui a un petit peu changé quand même, juste, c'est le niveau de seniorité des gens qu'on recrute. Parce que tu scales, quoi. Ouais, tu scales, et puis même, on doit bosser effectivement avec une grosse banque au quotidien, et il faut être capable de faire le pont entre les deux, de rester très agile, très tech-driven, beaucoup dans des codes de start-up, et en même temps de travailler avec un monde beaucoup plus corporate et de bien comprendre ça. Et on est dans un métier qui est devenu de plus en plus expert avec les années. Donc en fait, on a besoin de gens qui sont plus seniors que ceux dont on avait besoin quand on a démarré l'aventure. C'est le seul truc qui a un peu changé. Donc toutes les personnes qui ont une âme un petit peu artiste et qui sont vieux. Non, les seniors. Seniors, on parle en expérience, hein, ça veut pas dire. Ouais. On parle pas d'âge. Bref, n'hésitez pas à toquer à la porte. J'avais plein de questions à te poser. Malheureusement, le temps a filé. Je vais terminer avec cette dernière question. Elle est pas facile, mais réponds quand même rapidement, s'il te plaît. Vas-y. Sinon, on va se faire engueuler par la team. Si tu dois résumer aujourd'hui 13 ans de vie de PayPlug, c'est quoi la chose qui a fait que vous avez réussi ? Alors, je n'envoie pas de questions en amont, comme vous pouvez le voir. Ah ouais, si on avait une, ce serait... C'est Camille. Ce serait... Ouais, c'est en partie, c'est l'association. C'est quoi la chose, ouais, peut-être. Et je suis sûr que ça revient plus sur les débuts qu'aujourd'hui, malgré qu'on puisse donner tout le crédit à BPCE, il n'y aurait pas eu de PayPlug. Non, mais c'est vrai. Le plus dur, c'est le début. Le plus dur, c'est le début. Non, mais ouais, tu vois, c'est juste les quelques personnes. C'est Camille, moi, au départ. Je pense, la complémentarité, la collaboration qu'on a eue ensemble, c'est nous, au début, c'est ça. Et après... Après, Camille était plus exécutif à partir de 2019, mais moi, j'avais d'autres gens qui sont arrivés, qui ont été les bonnes personnes pour porter la boîte. C'est ça, c'est les quelques personnes. La clé, encore une fois, je redis ce que j'ai déjà dit, hein, désolé, mais c'est vraiment la clé de tout, c'est t'as les quelques bonnes personnes au bon moment, au bon endroit, et ensuite, tout est possible, quoi. Un grand merci. Je t'ai bien cuisiné pendant un peu plus d'1 heure. Bon, à très vite pour un nouvel épisode, et merde à toutes les personnes qui entreprennent. Ciao, ciao. Merci Antoine. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas,
pourquoi vous nous le diriez pas ? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao ciao.